Tout de suite, vous retrouvez Laurent Delahousse pour l'interview de Nicolas Sarkozy. Il a finalement choisi de revenir sur la scène politique. C'est dans un texte publié sur les réseaux sociaux vendredi qu'il a, en 700 mots, défini son choix. Il est l'heure ce soir d'en savoir plus, car les questions sont multiples. Pourquoi ce retour? Pourquoi maintenant? Jusqu'où souhaite-t-il aller réellement? Et avec qui? Nicolas Sarkozy va pour la première fois ce soir s'expliquer. Il est notre invité. Nous allons évoquer en plusieurs chapitres ce retour. Mais d'abord, revenons 2 ans et demi en arrière. Que fallait-il entendre ce soir-là? Ce soir de défaite, Nicolas Sarkozy, vous preniez la parole à la Mutualité. Nous étions alors le 6 mai 2012. Mon engagement dans la vie de mon pays sera désormais différent. Mais les épreuves, les joies, les peines ont tissé entre nous des liens que le temps ne distendra jamais. Et au moment où je m'apprête à redevenir un Français parmi les Français, plus que jamais, j'ai l'amour de notre pays inscrit au plus profond de mon cœur. Vous êtes la France éternelle. Je vous aime. Merci. Merci à vous. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir, merci de m'avoir invité. En 2 ans et demi, avez-vous eu le temps de comprendre finalement pourquoi vous avez perdu ce jour-là? C'est la première fois que je revois ces images. Vraiment? Voyez-vous. Bah, oui, vous savez, je ne suis pas chez moi à regarder mes propres images ou mes propres discours. C'est la première fois. J'ai gardé dans mon cœur et dans ma tête chaque seconde de ce moment. Et j'ai voulu dire à ce moment-là aux Français, ce qui est un soir de défaite, ce qui n'est jamais facile, tous ceux qui nous écoutent, nous regardent et qui ont eu des échecs dans la vie savent que ce n'est pas les moments les plus agréables. Mais moi, j'ai voulu dire merci ce jour-là aux Français. Parce que quoi qu'il se passe dans l'avenir, quoi qu'il se soit passé depuis, ça a été un tel honneur pour moi d'avoir la responsabilité pendant 5 ans de conduire le pays. Et je voulais les en remercier. Il est temps de revenir peut-être un petit peu en arrière, de faire finalement l'inventaire un petit peu de ce quinquennat. Vous ne l'avez pas encore fait publiquement. Dans le texte publié vendredi, vous estimez que vous avez eu le temps de tirer les leçons, mesurer la vanité de certains sentiments. Lesquels? D'abord, vous m'avez demandé, est-ce que depuis 2 ans et demi, j'ai fait le bilan, j'ai réfléchi. Faire le bilan, vous savez, le bilan d'une vie, on le fait le plus tard possible. Mais j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup pensé à ça. D'abord parce que, voyez-vous, dans le panthéon de mes valeurs, il y a un mot qui est très important, qui est la responsabilité. Si j'ai perdu, c'était ma responsabilité. Parce que vous avez fait des erreurs? Mais naturellement, vous savez que je suis un être humain. Lesquelles? Je vais vous le dire. Et quand j'ai écrit, j'ai fait le tour de la vanité de certains sentiments. Par exemple, celui qui consiste à penser, quand on a beaucoup d'énergie et qu'on croit beaucoup dans ses idées, ce qui est mon cas, que parfois on peut réussir seul, alors qu'il n'y a pas de réussite individuelle. Il n'y a pas de réussite qui soit possible si on est tout seul. Et c'est le temps, c'est l'âge, c'est l'expérience, c'est les échecs qui vous font comprendre ça. Réussir seul, d'une certaine façon, c'est aussi l'âge qui vous apporte peut-être un peu moins d'énergie, mais plus de sagesse, plus de recul. Réussir seul, ça veut dire quoi? Vous êtes isolé, vous êtes devenu... Non, mais il y a une tentation qui était la mienne de tout vouloir faire soi-même. Parce qu'on a une difficulté à déléguer, parce que dans l'urgence, et parce que je voulais tellement que ça soit le mieux possible, je voulais tellement m'engager, je voulais tellement que les gens ne soient pas déçus, que sans doute j'ai fait cette erreur, mais il y en a d'autres. Et avec 2 ans et demi de recul, j'ai rencontré beaucoup de Français, j'ai pu parler sans le poids du pouvoir. Et puis les gens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour moi d'ailleurs, parce que le public, les gens, ils sont très gentils, profondément gentils. Et ils vous posent des questions, ils essaient de comprendre même. Et parfois, je me suis rendu compte, avec le recul, que sans le vouloir, j'avais pu blesser des gens, en prenant pas la bonne expression. Et si c'était à faire, je ne le referais pas. Des phrases que vous auriez prononcées à l'encontre de Français, parfois trop non, direct? Je suis pas. En général, je suis courtois et plutôt bien élevé. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais parfois, vous savez, face à la difficulté des problèmes, là où je m'en suis voulu, c'est quand on ne prend pas la bonne expression, quand on ne s'exprime pas de la bonne façon. Au lieu de résoudre le problème, on le complique parce que les gens se raidissent. Et c'est ça que j'ai appris finalement.
Et on apprend toute sa vie, j'espère que j'apprendrai tout au long de ma vie, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je l'espère du fond du cœur. Et on apprend ça, qu'au fond, on peut dire la même chose, mais de façon à ne pas radicaliser les gens. Parce que la France, c'est un pays où il y a beaucoup de dynamisme, parfois beaucoup de violence. Il faut essayer d'apaiser. Et voilà, donc j'ai pensé à ça et à tant d'autres choses. Vous n'avez pas malmené la fonction présidentielle parfois, désacralisée, on dit. Vous savez, moi j'ai essayé de faire le mieux possible. Vous connaissez ce proverbe. Quand je me scrute, je m'inquiète. Quand je me compare, peut m'arriver de me rassurer. Avant de faire ce choix, vous vous êtes, j'imagine, posé la question de savoir si les Français avaient envie de vous voir à nouveau au cœur de la vie politique. Vous pensez qu'ils vous attendent aujourd'hui ? Pardon. Si vous me permettez, je ne me suis pas posé la question comme ça. J'ai beaucoup réfléchi. Vraiment, c'était une décision... c'est une décision mûrie, si vous voulez. La question n'est pas de savoir si je suis l'homme providentiel ou pas. Je n'ai jamais cru à l'homme providentiel. La question est tout autre. Ça fait 2 ans et demi que je regarde notre pays de l'extérieur, forcément. Je circule beaucoup en France, je voyage beaucoup à l'étranger, je le regarde. J'y peux rien, la France, pour moi, c'est comme une seconde nature. C'est mon pays, je l'aime, je ne vivrai jamais qu'ici. Je suis français par chaque centimètre de ma peau. C'est 35 ans de ma vie publique. Et je l'ai regardé pendant 2 ans et demi. Et je n'ai jamais vu un tel désespoir. Je n'ai jamais vu une telle colère. Je n'ai jamais vu une telle absence de perspective. Et je ne dis pas, parce que ça serait caricatural et je ne veux pas l'être, que c'est la faute uniquement de M. Hollande ou de qui vous voulez. On va y revenir. Mais c'est très important. Nous sommes un des rares pays où il y a une telle absence d'espoir. J'ai même l'impression qu'il y a certains territoires et certains de nos compatriotes qui ont décroché de tout, qui sont en rupture avec tout, qui ne croient plus en rien et plus en personne. Alors pour répondre aux questions, je ne crois pas qu'il suffit que je revienne. Donc qu'est-ce qui vous attend ? C'est ça ma question. Ils ont des doutes. Vous regardez les sondages. Mais je suis tout à fait prêt. Si vous avez une question, vous pouvez me la poser. Mais est-ce que vous me prêtez 2 neurones dans ma tête ? Vous croyez que je peux, après toute l'expérience qu'est la mienne, dire « Ah ben les autres sont très mauvais, puis moi je suis vraiment formidable ». Mais à l'inverse, je vous pose une question. Avec toute l'expérience que j'ai accumulée, l'envie profonde d'aider à redonner une perspective à mes compatriotes, est-ce que je peux dire « La France s'écroule ». Les gens ne croient plus dans la politique. Ma famille politique est divisée comme jamais. C'est bon, j'ai compris. Je reste à la maison. J'abandonne les gens. Il y a une différence entre se considérer comme un sauveur que je ne suis pas et que je n'ai jamais prétendu être. Je n'ai pas de prétention ridicule. Et apporter sa force de travail, son énergie. Je ne veux pas que mon pays soit condamné, la 5e puissance du monde, à n'avoir comme choix, comme alternative crédible, que le spectacle un peu humiliant que nous avons aujourd'hui et la perspective d'un isolement total qui serait la perspective du Front National. J'entends. Et donc, j'ai réfléchi en me disant, non seulement j'ai envie, mais j'ai pas le choix. Je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. J'entends ce que vous dites. Vous dites qu'effectivement les Français ne croient plus en la politique, vous le dites dans votre texte. Peut-être aussi, ils ne croient plus en vous. Vous avez été à la tête de l'État pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy, pendant 10 ans au gouvernement. Certains d'entre eux, aujourd'hui, se disent pourquoi il viendrait aujourd'hui, finalement, nous raconter une histoire qu'il n'a pas appliquée il y a 2 ans et demi. Est-ce que vous me permettez de vous demander d'être précis ? Si vous souhaitez m'interroger sur une chose ou l'autre que je n'ai pas appliquée, dites-le moi, je vous répondrai avec la plus grande sincérité, je vous demande de le croire. On va y revenir. Je vous demande de le croire. J'ai sans doute beaucoup de défauts et je ne prétends pas tout avoir bien fait. Mais il y a une chose, je vais vous dire, et à travers vous, tous les Français, je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Souvenez-vous du début du débat du second tour avec M. Hollande. David Pujadas, je crois, nous posait la question « Qu'est-ce que vous attendez de ce débat ?» Et j'ai dit « Chacun d'entre nous doit dire sa vérité. » Je n'ai pas menti. Qu'est-ce qui reste de la longue série d'anaphores, vous savez, moi président ? Une longue litanie de mensonges. Vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de dire aux Français la vérité. Et d'ailleurs, ils l'ont compris, puisque même si j'ai été battu de si peu, même si j'ai été battu, parce que je n'ai pas menti. N'ayant pas menti, avec l'expérience qu'est la mienne,
le devoir qui est le mien, l'envie qui est la mienne, de créer les conditions de cette alternance. Je veux qu'on renouvelle la politique. Je pense qu'aujourd'hui, les idées sont à bout de souffle, les idéologies ne veulent rien dire, le clivage gauche-droite est élimé comme un vieux tapis qui aurait 3 siècles, et j'ai envie de participer au redressement de notre pays et proposer aux Français une alternative collective qui fait qu'ils ne sont pas condamnés entre un choix déprimant et un choix de fermeture. Mais vous ne vous incorporez pas dans cette colère des Français. Et puis, pourquoi? D'abord, je m'y incorpore d'abord parce que je suis français. J'ai pu Dans la ressentir colère moi, vis-à-vis des politiques. Mais sans doute, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, vous me demandez de m'y incorporer. Pouvez-vous y mettre vous aussi? Mais je vous demande pas. Bon, C'est pas du tout ce que je vous dis. Non, mais je ne le dis C'est pas à une titre, question. je ne me permettrai pas, je ne me le dis pas à titre personnel. Est-ce que dans tous les pays que j'ai visités, innombrables, je n'ai jamais vu une telle défiance. Des gens qui décrochent, qui sont inaccessibles à tout raisonnement, qui ne sont que dans la colère. Alors face à cela, imaginez que je dise non, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai ma vie, j'ai ma famille, je vais très bien, merci, je ne m'occupe plus de ça. Est-ce que ça aurait été digne et cohérent avec ce que j'ai fait depuis 35 ans? J'ai estimé que non. Je n'avais pas envie de laisser tomber les gens. Alors, question que les Français se posent probablement ce soir, bien évidemment. Pourquoi ce retour? Pourquoi faire? Voilà un peu le sommaire des différents thèmes qu'on va aborder. On va revenir sur l'état de la France, sur François Hollande, sur la situation de l'UMP, préoccupante, j'imagine pour vous, la puissance de Marine Le Pen et le contexte international. Mais d'abord, il y a les militants et puis il y a les Français qui s'interrogent sur l'un des poisons de la politique, ce sont les affaires. Vous avez eu l'occasion de revenir il y a quelque temps sur ces différentes questions, mais est-ce que vous pensez que dans ce nouveau processus qui est le vôtre, ce nouveau calendrier, ces affaires qui sont différents dossiers, qui sont aujourd'hui ouverts, une mise en examen, est-ce que ça pourrait stopper vos nouvelles ambitions? Oui ou non? Pardon, je vais bien sûr vous répondre à cette question qui est très importante. D'abord, ce n'est pas la question de mes nouvelles ambitions. La question, c'est de ce projet collectif, cette grande formation qui ira bien au-delà des clivages, à travers vous, que je veux rassembler à travers moi. Il faut bien qu'il y ait un leadership, il faut bien qu'il y ait, si vous voulez même, un symbole. Mais je ne serai pas le seul, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas mon idée, et ce n'est pas ça qui est en cause. Sur la question des affaires, parce qu'au fond, je ne me suis jamais exprimé, sauf dans des cas bien particuliers. Je veux que chacun comprenne ce que j'ai voulu faire. Est-ce que vous croyez que si j'avais quelque chose à me reprocher, au fond de moi, je viendrais m'exposer dans un retour à la politique comme aujourd'hui? Admettez même que vous ne me croyez pas. Est-ce que vous me prêtez 2 neurones d'intelligence? Est-ce que vous croyez que se mettre sur la place publique, sous les projecteurs, avec tous ceux qui ont commencé à m'attaquer avant même que j'ai dit quoi que ce soit, si j'avais la moindre chose à me reprocher, si j'avais peur, est-ce que je reviendrais? D'ailleurs, les mêmes qui aujourd'hui disent « il revient, mais alors, les affaires ». Si j'étais pas revenu, on aurait dit que j'avais peur. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas un citoyen au-dessus des autres, mais je ne suis pas un citoyen en dessous des autres. Et je veux dire du fond du cœur aux Français quelque chose. Toute la campagne présidentielle, c'est peut-être le seul moment où j'ai un peu de colère en moi, parce que la colère, elle m'a quitté. Mais là, je n'aime pas l'injustice. Toute la campagne présidentielle, on a expliqué aux Français que j'étais mouillé dans l'affaire Bettencourt, que j'avais estorqué de l'argent à une vieille dame, 2 ans et demi d'enquête, 4 perquisitions, 22 heures d'interrogatoire. À l'arrivée, non-lieu. 3 juges qui ont décidé que j'avais rien à voir avec cette affaire. Qui me rendra mon honneur? Qui me rendra mon honneur? L'affaire Karachi, 10 ans d'enquête. On m'a même suspecté d'être complice de la mort de nos compatriotes, les pauvres. Aujourd'hui, je suis lavé. Qui me rendra mon honneur? Est-ce que vous ne croyez pas que tout ceci sert certains desseins? Je répondrai à toutes les questions, à toutes les convocations. N'en doutez pas. Est-ce que vous pensez que d'autres affaires vont apparaître dans les prochains mois? Franchement, une fois que tout ça sera terminé, j'aurai été l'homme politique dans l'histoire de la République qui aura été examiné sur toutes les coutures et dans tous les sens. Est-ce que vous êtes un ancien président de la République qui aujourd'hui n'a plus confiance dans la justice de la République? Absolument pas. Des magistrats? Absolument pas. Aucun doute sur leur travail, sur leur probité, sur l'équilibre de la magistrature? Vous me parlez des magistrats, d'une partie de la justice française. Monsieur Delahousse, soyons précis. J'ai confiance dans l'institution. Après, comme tant de Français, je suis stupéfait quand je vois qu'un syndicat de magistrats
fait un mur, pardon de l'expression, qui s'appelle le mur des cons, c'est pas mon expression, et que la tête de gondole de ce mur des cons, c'est moi. Est-ce que vous ne poseriez pas la question si vous étiez à ma place en tête de gondole? Oh, une question simple. Est-ce que vous êtes encore sur écoute, Nicolas Sarkozy? Eh bien, j'aimerais le savoir. Quand même. Dans quel pays vivons-nous où un ancien chef de l'État peut être pendant plusieurs mois écouté dans ses conversations personnelles les plus privées? Oh, vous savez, je ne me plains pas, mais ça m'a fait changer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je regardais cela, je le regardais un peu de l'extérieur, de façon un peu désincarnée. Moi, je peux me défendre. Je suis connu, vous m'invitez, je peux m'exprimer. Mais j'aurai plus de compassion désormais et j'attendrai, avant de juger, d'être certain que la personne à qui on reproche quelque chose, c'est pour ce qu'il a fait et non pas pour ce qu'il est. Conclusion, aucune de ces affaires et de ces procédures ne vous inquiète à ce jour. Sinon, je ne serais pas revenu. Alors revenons sur les raisons de votre retour également. Autre facteur, un bilan que vous estimez comme un spectacle désespérant. Est-ce que ces propos sont relatifs au bilan de François Hollande? Vous savez, je ne veux pas faire de la caricature. Il y a trop de colère, il y a trop de violence. Il y a trop de désespérance dans notre pays. Je ne vais pas utiliser le temps que nous avons pour critiquer mon successeur. Au fond, il est son propre procureur. Ces 2 premières années ont été consacrées à démolir ce que nous avions fait parce que je l'avais fait. J'ai vu que dans sa dernière conférence de presse, il a dit que c'était pas facile d'être chef de l'État. Il était temps. Écoutez, on va l'écouter. Il était justement en conférence de presse cette semaine. Il parlait, allez, peut-être un peu de votre bilan. On l'écoute. Il y a un peu plus de 2 ans, je suis arrivé aux responsabilités du pays. En pleine crise de la zone euro, avec une croissance nulle, une compétitivité effondrée, des déficits partout et un État en faillite. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Un État en faillite, c'était effectivement François Fillon qui l'avait dit à l'époque. On comprend qu'à travers ses propos, il dit « Oui, il y a une situation difficile aujourd'hui. Oui, la France va mal. Mais c'est aussi en raison de l'exercice du pouvoir précédent qui était le vôtre. » Est-ce que vous assumez une part de responsabilité? Est-ce que vous avez réussi à obtenir les résultats que vous souhaitiez, Nicolas Sarkozy? Monsieur Delahousse. Le chômage, l'endettement? Je vous dirai 2 choses très simples. Je ne veux pas polémiquer avec monsieur Hollande. Les Français qui nous regardent sont habitués de ces joutes politiciennes qui n'amènent à rien. Monsieur Hollande pense le plus grand mal de moi, je ne pense rien du tout de lui, ça n'amène à rien. Les gens souffrent, ils doivent savoir juste 2 choses. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a 1,5 million de chômeurs de plus. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais je pense qu'il est temps qu'il se rende compte que c'est lui le président, ce n'est plus moi. Monsieur le Président, Attendez. Nicolas Sarkozy, à la fin de votre quinquennat, non, il y avait aussi je vais vous dire, 750 000 chômeurs de plus. Je vais vous dire, 2 ans et demi après, 1,5 million de chômeurs de plus. En 2008, et ce sera la seule référence que je ferai au passé, la crise du monde entier s'est abattue sur la France. C'est une crise que le monde n'avait pas connue depuis 1929. Pourquoi elle ne l'avait pas connue? Parce que c'est une crise qui a touché en même temps tous les pays sans exception, et tous les secteurs. En 2014, c'est la crise de la France qui peut faire basculer l'Europe dans la faillite. Ça, c'est un changement. Vous estimez que votre bilan, à la fin de votre quinquennat, le bilan économique, une croissance zéro, un taux de chômage qui était important, des déficits qui étaient importants? Monsieur Delahousse, je vous respecte, mais pourquoi ne pas être précis? Je le suis. La dernière année de mon quinquennat, Oui. c'est laquelle? 2011. 2012, c'est la campagne présidentielle. Quelle est la croissance en 2011? Vous vous en souvenez certainement. Quelle est la croissance en 2011? Elle est 1,7%. Oui, 1%. 1,7%. Monsieur Delahousse. Et à la fin de votre Mais pourquoi quinquennat. ne pas le dire? Et à la fin de votre quinquennat. Oui, 1,7%. Donc quand vous dites c'est la croissance zéro, c'est une inexactitude. Comme je sais que vous aimez être précis, je vous le dis. Alors effectivement, à la fin de 2012, après 6 mois d'augmentation d'impôts continue, on était à 0%. En 2013, on était à 0,3%. Et en 2014, on va faire un très mauvais score. Mais ce qui intéresse les Français, c'est pas que M. Hollande ou moi, on se chamaille. Ce qui intéresse les Français, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Une thérapie de choc.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? De la réforme? Est-ce qu'en France, aujourd'hui, cette notion de réforme, qui parfois est compliquée à manier, les 35 heures, les retraites, alors, cette réforme, vous n'avez pas été au bout, peut-être des choses, selon certains, au sein de votre propre parti. Est-ce qu'il faut une thérapie de choc économique pour retrouver, finalement, la croissance, pour réveiller la France qui, aujourd'hui, ne fonctionne plus, selon vos propres propos? Mais pourquoi cette expression brutale, thérapie de choc, comme s'il fallait trépaner les gens, comme si l'appel n'était qu'à la souffrance? Il y en a déjà assez de la souffrance. Est-ce qu'on peut nous inspirer de ce qui se passe partout ailleurs dans le monde, changer les choses, retrouver des perspectives? La réponse, c'est clairement oui, à condition qu'on comprenne le monde d'aujourd'hui, que nous prenions les mesures qui nous permettront de faire toute notre place à nous, héritiers du génie français, dans le monde d'aujourd'hui. Si vous comprenez, depuis 2 ans, on a augmenté les impôts de 30 milliards. Comme les capitaux et les personnes circulent librement, si vous taxez plus les personnes et les entreprises en France, comment voulez-vous qu'elles soient concurrentielles? Si les entreprises perdent des parts de marché, comment voulez-vous que le chômage n'augmente pas? C'est la clé. Pour baisser les impôts, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses, il faut réduire les dépenses. La première décision qui a été prise, c'est de créer 60 000 postes dans l'éducation nationale, dont on n'avait absolument pas besoin. Donc, je veux dire aux Français qu'il y a des solutions, que la France n'est pas condamnée à disparaître, qu'il faut trouver de nouvelles idées, qu'il faut aller au-delà des débats, que la question n'est pas de savoir si on fait des cadeaux aux riches ou pas, que la question n'est pas de savoir si on est socialiste ou libéral, que la seule question qui compte, c'est quel est le système fiscal qui permettra à nos entreprises de créer de la croissance, de créer des emplois. Quel est le système fiscal qui permettra de mettre fin à ce scandale, qui est l'hémorragie de nos meilleurs jeunes. Nicolas Sarkozy, que des jeunes partent à l'extérieur. Vous aviez à l'époque augmenté, excusez-moi, les impôts de 28 milliards d'euros, oui ou non? Puis également. Je vais répondre à toutes vos questions. Mais je suis tout à fait prêt à faire une émission spéciale sur mon bilan, avec ce que j'ai fait de bien, avec ce que je crains que ça ne soit pas ce que vous vouliez. C'est pas ce qu'on souhaite. Et surtout ce que ne veulent pas les Français. Le débat fiscal français doit être désidéologisé. On doit enlever l'idéologie à ce débat stupide. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est de donner à nos entreprises la possibilité de gagner des parts de marché. Les jeunes, que des jeunes Français partent à l'étranger s'établir. Mais c'est très bien pour la culture française. Mais qui partent parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus réussir en France, c'est pas admissible, c'est pas possible, parce que si nous perdons nos meilleurs jeunes, ils ne reviendront pas. Et s'ils ne reviennent pas, qui créera les entreprises demain? Et votre politique aujourd'hui, elle serait vraiment différente de celle de Manuel Valls? Est-ce que vous n'estimez pas que finalement, il a fait un pas vers une forme de social-libéralisme qui vous convient aussi, peut-être? Pas du tout? Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais je ne juge pas Manuel Valls ou François Hollande sur les discours. Je les juge sur les faits. Alors un jour, on nous explique qu'on va faire 21 milliards d'économies, puis avant même qu'on ait pu passer à la journée suivante, qu'on va faire des baisses d'impôts, on n'aura ni baisse de dépenses parce qu'il n'y a plus de volonté, ni baisse d'impôts parce qu'il n'y a pas d'argent. La question n'est pas là. Mais si vous me posez une question par rapport à ce que j'ai fait moi-même, je pense qu'il faudra qu'on aille plus loin. Pourquoi? D'abord parce que la crise de 2008, vous m'avez dit vous avez augmenté les impôts. Mais vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2008 ou vous l'avez déjà oublié? Est-ce que vous êtes tellement drogué à l'actualité quotidienne que vous avez perdu toute mémoire? Quand la crise est arrivée, j'avais dit aux Français dans le discours de Toulon, pas un d'entre vous ne sera obligé de faire la queue à la banque, pas un d'entre vous ne perdra ses économies. J'ai tenu cet engagement. Mais naturellement, ça a coûté de l'argent, on a eu des déficits, il a fallu augmenter les impôts. Aujourd'hui, la croissance mondiale est revenue à près de 4%, l'Allemagne est prospère, l'Europe n'est pas en crise, et pourtant nous continuons à stagner et à voir le chômage qui augmente. Pourquoi? Parce que notre modèle doit être complètement refondé. Et vous estimez que les relations franco-allemandes aujourd'hui sont à la hauteur de ce qu'elles devraient être ou pas? Non. Pour quelle raison? Pour une raison simple. L'Allemagne et la France, c'est la première et la deuxième économie d'Europe. À nous deux, nous pesons 50% du PIB, de la richesse de la zone euro. L'Allemagne pour la France n'est pas un choix, c'est un fait. Moi, je ne connais pas de pays qui change d'adresse. Donc finalement, vous rejetez toute l'idée de domination allemande en Europe, comme certains l'évoquent? Si à gauche et à droite, d'ailleurs. Ça me fait toujours un peu de peine. J'ai un peu honte, pour vous dire la vérité.
quand on demande aux meilleurs de la classe d'apprendre moins bien ses leçons pour que ceux qui sont derrière puissent avoir une meilleure note. C'est pas l'idée que j'ai de la France. J'ai pas l'idée de la France d'un pays en queue de peloton. J'ai pas l'idée de la France, ne m'en voulez pas, d'un pays dont la voix serait devenue secondaire. L'Allemagne n'est pas un choix, ce n'est pas une alternative, c'est un fait. Nous devons marcher ensemble. Alors, en revanche, ce que je pense, c'est que la zone euro ne peut pas continuer sans croissance. Et que nous aurons à réfléchir sur la politique économique française, mais plus largement sur la politique économique en Europe. On ne peut pas avoir comme objectif de lutter contre l'inflation alors qu'il n'y a plus d'inflation. On doit avoir comme objectif de créer les conditions de la croissance. Mais on ne crée pas la croissance par la dépense publique. Que pensez-vous de la politique étrangère actuelle de François Hollande, qui s'est transformé en chef de guerre? On l'a vu au Mali, on le voit aujourd'hui en Syrie et en Irak. Est-ce qu'il y a une forme d'unité nationale, de solidarité dans ce combat aujourd'hui contre le terrorisme? Oui ou non? Enfin, il y a au moins 5 questions dans votre question. Donc, écoutez, en tout cas, choisissez, j'y répondrai bien volontiers. L'expression chef de guerre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est pour rendre hommage aux militaires français qui font un travail remarquable partout où ils sont engagés, alors ça, je suis tout à fait d'accord. Si c'est le principe de l'intervention en Irak pour lutter contre ce qu'on appelle l'État islamique, qui ne sont rien d'autre que des barbares, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, et alors même que nous avons une demande du gouvernement irakien, je suis tout à fait d'accord. Pour le reste, je me demande bien quelle est notre politique européenne, et par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine, où j'ai juste entendu à la télévision le président de la République dire qu'il avait des contacts indirects avec M. Poutine. J'ai toujours pas compris ce que cela voulait dire. Il pouvait prendre son téléphone et dire à M. Poutine « Je suis pas d'accord avec ce que vous faites ». Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pensez que François Hollande pourra aller au terme de son mandat? C'est une question qui peut apparaître dans la tête des Français aujourd'hui. Que pensez-vous de cette question? Vous vous rendez compte de la gravité de la question? Vous vous rendez compte de la situation où nous sommes pour que sur une chaîne du service public, un journaliste me pose cette question-là? Je souhaite naturellement qu'il aille au bout. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'était pas complètement ma question. Croyez pas... Pensez-vous qu'il puisse aller au terme? Je l'espère, parce que nous vivons dans une république, nous avons des institutions, et je ne veux pas que cette colère que je sens sous-jacente à la France se transforme en violence. Vous me parlez de parce colère. Que la violence n'amènera qu'une seule chose, encore des souffrances. Concrètement, vous craignez quoi? Vous me parlez de violence, de colère. On a vu hier la colère des agriculteurs à Morlaix. Vous dites quoi? Vous dites on est dans un climat où une étincelle pourrait allumer quelque chose qui serait de plus grande ampleur? On est dans un climat pré-insurrectionnel en France aujourd'hui? Vous savez, ce qu'on demande à un responsable, c'est d'agir en responsabilité, d'être conscient de la situation. Mettez-vous un petit peu à la place d'un électeur qui a voté pour François Hollande, qui a entendu « je n'aime pas la finance » et qui voit qu'on nomme comme ministre des Finances un banquier dont la première déclaration est traitée d'analphabète. Il s'en est excusé après. Mais et chacun peut faire une erreur. C'est un peu caricatural, Nicolas Sarkozy. Non, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais, je ne parle pas de ça. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'au moment où il l'a dit, il n'était pas conscient de la gravité de ce qu'il disait. Parce qu'on ne s'invente pas ministre de la République. C'est un long processus. On apprend. On n'invente pas les conditions dont on parle aux Français. La France est un pays profondément complexe, avec des aspirations contradictoires. Il faut une expérience. Quand nous avons fait avec François Fillon la réforme des retraites, on est passé de 60 à 62 ans, 10 manifestations nationales. Je me souviens d'une responsable socialiste de l'époque qui est venue à la télévision pour dire « Je jure solennellement, c'était ses mots, que nous reviendrons à la retraite à 60 ans ». Il y a des braves gens qui l'ont cru. On leur a menti. Quand on a dit « Ah bah, je suis le candidat du pouvoir d'achat », et que la première décision folle, la suppression des heures supplémentaires qui donnait un peu de pouvoir d'achat de plus aux salariés, les plus pauvres, les moins riches, et qui donnait de la souplesse aux entreprises. Mais ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Pas des gens qui ont voté pour moi, mais des gens qui ont cru et qui se disent « on s'est moqué de moi ». Ce qui pourrait conduire à quoi, selon vous? Êtes-vous inquiet qu'on comprenne bien le fond de votre pensée? La France est dans un climat qui aujourd'hui pourrait basculer dans la violence? Je suis inquiet quand je vois des millions de gens qui décrochent d'une capacité à entendre tout raisonnement qui ne serait pas un raisonnement caricatural.
Autre Et question. ça m'inquiète. Autre question. L'UMP, c'est pas la France. C'est peut-être pas au départ la première préoccupation des Français, mais c'est par ce parti que vous revenez aujourd'hui en politique en étant candidat à la présidence de l'UMP. Oh, ça a surpris quelqu'un. Bernadette Chirac, elle est très étonnée à l'idée de vous voir revenir. On va dire qu'elle vous voyait dans un poste avec plus de hauteur. C'était obligatoire, c'était nécessaire de revenir à l'UMP parce que finalement l'UMP, elle était quasi morte. C'est ça le problème? D'abord, vous savez, l'affection que j'ai pour Bernadette Chirac, qui a été une première dame formidable pendant 12 ans, et avec son mari Jacques Chirac, ils ont consacré leur vie à la France. Ça mérite de l'entendre ce qu'elle dit. Et je me suis moi-même posé la question. Mais je veux que les Français comprennent ma démarche. Je ne suis pas venu pour expliquer que je serai candidat à la présidence de la République en 2017. Je suis venu pour créer les conditions d'une alternative crédible qui rassemble des Français bien au-delà des clivages habituels, droite, gauche, centre, droite, écologistes, libéraux, qui n'ont plus aucun sens. Et qu'est-ce qu'on penserait de moi si je dis « Ah mais moi je vous prépare mon projet pour 2017 ». Mais mes amis, la situation de ma famille politique, le spectacle qu'elle donne depuis 2 ans et demi, ça c'est pas digne de moi. Et pourquoi ça ne serait pas? Pourquoi? Je suis tellement haut placé pour que ça ne soit pas? Permettez-moi J'ai dirigé un parti politique. de douter de l'idée que vous puissiez revenir aujourd'hui uniquement, et c'est peut-être une idée que je partage avec quelques Français, Nicolas Sarkozy a fait le choix aujourd'hui de revenir en politique pour être président de l'UMP, parce que c'est un parti qui était dans une telle difficulté qu'il fallait le relever. Vous allez parvenir pour être une autorité morale et finalement adouber les primaires pour faire peut-être donner la possibilité à Alain Juppé ou à François Fillon d'être candidat. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que peut-être, dans les mois qui viennent, l'idée de devenir un jour à nouveau candidat à la présidentielle est en vous. D'abord, vous citez 2 noms, Alain Juppé et François Fillon. Oui. Alain Juppé, je l'ai connu quand j'avais 20 ans. C'est un partenaire, c'est un ami, c'est un compagnon. C'est quelqu'un pour qui j'ai même de l'admiration. Et j'aurais besoin de lui. Il n'avait pas assez de leadership, c'était pas un leader, Alain Juppé? Il ne pouvait pas incarner l'UMP, être le candidat finalement? Je n'ai pas vu qu'il était candidat. À la primaire? À la présidence de l'UMP. Ah, je parle de la primaire. Quant à François Fillon, il a été Premier ministre pendant 5 ans. Nous avons travaillé 5 ans ensemble. C'est dur de diriger la France. On a travaillé sans aucun nuage. J'aurais besoin de lui aussi. Mais la question pour moi n'est pas de devenir président de l'UMP pour rajouter une ligne sur mon curriculum vitae. J'ai demandé à nos militants un mandat de m'élire président de l'UMP et de me donner mandat dans 3 mois de créer les conditions d'un nouveau et vaste rassemblement, nouveau projet, nouveau mode de fonctionnement adapté au siècle d'aujourd'hui. Nos formations politiques sont caporalisées, centralisées, ne correspondent en rien à ce qu'attendent les gens qui veulent donner leur opinion. Et elle crée parfois des endettements à 74 millions d'euros aussi. Parce que quand on perd, c'est parfaitement normal. Eh bien, 74 millions d'euros, vous estimez-vous que c'est normal de dette quand on pour perd, un parti? Vous savez, quand on perd, c'est normal, on a moins de recettes parce qu'on a moins d'électeurs. Mais justement... Et vous avez une solution pour ces 74 millions d'euros? Oui, qu'on m'élise comme président et que je fasse le travail au service de ma formation politique. Et vous allez voir que nous allons créer un enthousiasme, un rassemblement, que des gens qui sont désespérés aujourd'hui, mais qui aiment leur pays, veulent participer, apporter leur contribution pour créer la première formation politique du XXIe siècle. Bernadette Chirac, avec toute l'affection qu'elle a pour moi et que j'ai pour elle, dit que ce n'est pas de mon niveau. Je lui dis, mais Bernadette, si moi je ne fais pas ce travail, qui le fera? Nicolas Sarkozy, vous avez rencontré Jean-François Copé. Vous vous êtes mis finalement d'accord sur cette affaire. Vous l'avez compris, vous avez la vérité sur l'affaire Big Malion. Comment le parti s'est retrouvé aujourd'hui au cœur de cette affaire? Est-ce que vous en avez parlé avec lui? J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Vous ne connaissiez pas cette société? Non. Vous ne saviez pas ce qu'elle faisait? Quelle activité elle avait autour du parti? J'étais accessoirement président de la République et candidat. Je vous demande de croire que ce n'est pas moi qui m'occupais de ça, même si j'assume toutes les responsabilités. Ça veut dire quoi, assumer toutes les responsabilités? La justice, la responsabilité de candidat, puisque je suis le seul candidat qui, de surcroît, à qui on a remboursé pas 1 centime. Donc la campagne électorale de Nicolas Sarkozy n'a pas coûté 1 centime aux contribuables, puisqu'on a remboursé Mme Le Pen, on a remboursé M. Hollande, bien sûr, on a même remboursé M. Cheminade, dont l'axe phare du projet était d'organiser un débarquement sur Mars, un homme qui a de l'ambition. Et nous, on nous a donné 0 francs, 0 centimes, 18 millions d'électeurs. Bon, la justice est saisie, elle dira
la vérité, ce qu'il y a eu, mais à ma connaissance, personne ne me reproche quoi que ce soit dans l'affaire Pygmalion. Et vous avez été convaincu de l'entretien que vous avez avec Jean-François Copé, vous êtes parlé entre hommes, vous êtes dit les choses clairement? Mais quel est votre... Entre hommes, qu'est-ce que ça veut dire, je me demande... cette virilité entre hommes, thérapie de choc? Je dois travailler et parler avec tous les membres de ma famille politique. Jean-François Copé, je sais que beaucoup de gens lui ont tapé dessus. Le spectacle qui a été donné dans les 2 dernières années ne comptait pas sur moi pour donner le même. J'aurais besoin de tout le monde à sa place, la justice est saisie, c'est à elle qu'il reviendra de dire c'est quand même pas moi qui veux faire un procès d'intention aux uns comme aux autres. Et ce soir, vous pouvez rassurer Alain Juppé, il y aura donc bel et bien des primaires à l'UMP, vous en serez le garant. Je n'ai pas besoin de rassurer Alain Juppé. Il avait l'air inquiet ce matin. Je sais pas, peut-être, ça vraiment, je l'ai vu il y a 10 jours, nous nous connaissons très bien. C'est une richesse de notre famille politique d'avoir Alain Juppé, François Fillon, beaucoup d'autres, et peut-être même Nicolas Sarkozy dans le fond. Un mot de Marine Le Pen. On croit comprendre que dans votre lettre, il y a une réelle inquiétude de cette montée en puissance de Marine Le Pen. Est-ce que, selon vous, elle serait aux portes du pouvoir, comme on l'a entendu dans la voix de Manuel Valls? Est-ce qu'elle représente un danger pour la France? Qu'un pays qui est la 5e puissance du monde puisse avoir autant de Français qui souffrent, qui sont désespérés, au point de croire dans ce que dit Mme Le Pen, de croire que l'isolement de la France est possible, ça m'interpelle, naturellement. Mais je dis que dans l'engagement que j'ai pris, je veux aller reconquérir ces Français. Pourquoi? Parce que les Français je ne crois pas qu'ils croient dans Marine Le Pen. Je crois qu'ils ont peur. On ne reproche pas aux gens d'avoir peur. On les apaise. Je crois qu'ils souffrent. On ne reproche pas aux gens leur souffrance. On y répond. Je crois que nous les avons déçus. Et donc il faut les reconquérir. Je veux un par un aller les chercher, les convaincre que la solution pour redresser la France, c'est l'alternative que nous allons proposer. Sur des sujets qui sont des sujets de préoccupation très lourds pour eux, en vérité, qu'est-ce qu'ils se disent? La France fout le camp. On ne la reconnaît plus. On est perdu. La mondialisation, c'est très bien, mais est-ce qu'on va garder nos paysages? Est-ce qu'on va garder notre civilisation? Est-ce qu'on va garder notre mode de vie? Est-ce qu'on va garder nos usines? Ces gens-là, il faut bien leur répondre. On ne va pas leur faire des leçons de morale. Quant à M. Valls, il était bien content d'avoir le coup de main de Marine Le Pen entre les 2 tours de la présidentielle. Et Mme Le Pen, elle ne peut pas s'exonérer du bilan de François Hollande, parce qu'elle lui a donné un sacré coup de main en disant qu'il ne fallait pas voter pour moi. Nicolas Sarkozy. Chacun doit assumer ses responsabilités. Les Français, elle comme les autres. Les Français s'interrogent. Vous revenez aujourd'hui en politique. Vous allez probablement prendre la tête de l'UMP dans quelques temps. Sur quelle ligne? Finalement, le sarkozysme d'aujourd'hui, c'est celui de 2007, qui allait finalement jusqu'au centre. C'est celui de 2012, où on était plus proche de Patrick Buisson, personnage trouble. François Baroin, la semaine dernière, disait « Nicolas Sarkozy a changé parce que justement, il s'est éloigné de ce type de personne-là. » C'est un temps révolu, la période Patrick Buisson, on va dire un discours plus proche de la droite. Oui ou non? Alors, ça a rassuré apparemment, encore, en tout cas, François Baroin. 5 questions dans une. Bon, personne n'a jamais lobotomisé mon cerveau. Et c'est moi qui suis responsable. Mais enfin, je dois quand même avoir quelques capacités de rassemblement, parce qu'en 2007, on a fait 53%, en 2012, 48,5%. Mais moi, je ne me situe pas sur un axe gauche-droite. La question, par exemple, de l'immigration, est-ce que vous croyez vraiment qu'il suffit de dire je me mets à l'extrême droite pour résoudre ce problème? L'Afrique a 1 milliard d'habitants. Dans 30 ans, elle doublera, 2 milliards d'habitants. 2 milliards d'habitants, à 12 km de l'Europe, par le détroit de Gibraltar. Il suffit de se dire à droite ou extrême droite pour résoudre le problème. Donc la ligne politique, elle va d'où à où? Cette ligne politique, c'est une ligne politique pragmatique. J'aurais dû aller plus loin sur ce sujet aussi. Et au fond dire... En 2012 ? Et au fond dire, j'aurais dû le dire avant, que Schengen, c'était pas possible. Je ne crois pas qu'on puisse garder ses frontières seules. Toute ma vie, je me suis battu pour l'Europe. Je crois dans cet idéal européen. Mais on ne peut pas avoir un Schengen où chacun peut passer d'un pays à l'autre et ne pas se donner la peine d'avoir les mêmes règles. J'ai dit un mot tout à l'heure de la politique économique qui ne répondait plus
au seul critère de droite ou de gauche. Mais je pourrais en prendre d'autres. La question centrale du progrès des connaissances. On ne peut quand même pas revenir à l'époque de la bougie. C'est une question centrale, le progrès des connaissances, le progrès scientifique. Est-ce que la France va être le seul pays qui tourne le dos au progrès parce qu'on a peur? Eh bien, tous ces clivages-là, toutes ces nouvelles idées que nous devons amener, elles ne sont pas satisfaites par les anciens compartiments politiques. La droite, le centre, l'extrême droite, l'extrême gauche. Comme je vous ai posé une question un petit peu riche, apparemment avec beaucoup de choses, je reviens juste sur Patrick Buisson. Il vous avait enregistré. Cet homme qui était l'un de vos conseillers, il enregistrait vos conversations. Ça vous inquiète aujourd'hui de savoir que cet homme a enregistré vos conversations? Est-ce que quand vous avez appris ça, et puis surtout pour maintenant, pourquoi ces conversations ne seraient pas diffusées? C'est quand même les conversations privées d'un président de la République. Cet homme a ça entre ses mains aujourd'hui? Vous savez, dans ma vie, j'en ai connu des trahisons, de tous les plans, mais comme celle-là, rarement. Rarement. Nicolas Sarkozy, vous pensez ce soir, ça fait 40 minutes que nous parlons, que les Français sont convaincus par vos propos? Vous l'espérez, j'imagine? Je me suis engagé, après avoir mûrement réfléchi, dans une longue route que je vais mener avec la détermination, l'enthousiasme, l'idéal qui est le mien. Je veux tellement convaincre nos amis que nos querelles d'ego sont stupides, que nos divisions sont dérisoires, que nous n'avons pas le droit, dans la situation où est la France, de nous diviser. Je veux réussir cela. Mais je ne vais pas le réussir uniquement parce que vous êtes sympathique et parce qu'on a fait une émission de télévision. 32 mois de campagne. Ça demandera beaucoup de temps. 32 mois de campagne, ça va être long. Puis je dirais juste une chose. Au fond, la grande question pour nous, c'est pas tant de promettre que de tenir. Et la question que se posent les gens, même ceux qui sont en accord avec moi, au fond, qu'est-ce qui va nous donner la garantie que vous tiendrez ce que vous dites? Je crois qu'il est venu le temps de réintroduire très régulièrement dans le fonctionnement de nos institutions le référendum. Le référendum, c'est la clé. Quand vous utiliserez plus facilement le référendum si un jour... Je voudrais prendre un ou deux exemples. Quand certains corps intermédiaires ou certaines élites françaises bloquent le débat parce que ça met en cause leurs propres intérêts, il faudra faire trancher ça par le référendum. Et j'ai un certain nombre de sujets très précis où nous ferons trancher par le peuple lui-même ce nœud gordien. Écoutez, je vais vous poser une question sur une question de société. Il y a eu une réforme importante en France qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup de passions, des manifestations, c'est le mariage pour tous. Est-ce que, si un jour vous revenez au pouvoir, vous reviendrez sur cette loi qui a fait polémique, Nicolas Sarkozy? Vous le savez, au sein de votre famille politique, vous avez une réflexion personnelle sur cette question, oui ou non? Certes. Alors vous me dites, il faut répondre comme ça, là, oui ou non? Parce que oui, on est à l'école. Non, on n'est pas à l'école. Le temps passe et voilà. Bien sûr. Mais je vais vous dire deux choses. D'abord, est-ce que vous croyez vraiment qu'avec le nombre de chômeurs, les souffrances que nous avons, c'est le problème essentiel? Non, c'est pas le problème. Ça, c'est une question importante pour des millions de gens, peut-être, qui sont contre et qui sont pour. Vous posez cette question, d'accord? Je vous réponds. Est-ce que c'est le problème le plus important? C'est pas la préoccupation principale, peut-être. C'est non. Deuxième chose, quel que soit ce qu'on pense du fond du dossier, j'ai vraiment détesté la façon dont ça a été mené. On a humilié la famille. On a humilié tout un tas de braves gens qui n'avaient jamais eu l'idée de descendre dans la rue, qui se sont sentis blessés, parce qu'on touchait à ce qu'ils croyaient le plus profondément, leur amour pour la famille. On les a humiliés, ils se sont radicalisés. Beau résultat pour un président qui prétendait rassembler la France, il l'a divisée, il l'a montée les uns contre les autres comme jamais. Et vous me demandez au travers de votre question, dire, est-ce que vous ferez de la même façon? Ma réponse, c'est clairement non. Je n'utiliserai pas les familles contre des homosexuels, comme on a utilisé des homosexuels contre les familles. C'est une honte. Pour le reste, nous regarderons les choses très précisément. Et croyez-moi, le manque de courage, c'est pas là où j'ai le plus changé. Merci Nicolas Sarkozy d'être venu sur le plateau du 20h de France 2. Merci de m'avoir invité. 36 mois, ça va être long. Pour vous? Non, je parlais pour vous plutôt. Non, pour moi, vous savez, depuis que j'ai pris la décision, je me sens très soulagé parce que, au fond, je pense que c'était la bonne décision.
Merci à vous. Merci à vous. Fin de cette édition spéciale. Tout de suite la météo. Ensuite le cinéma avec les infiltrés. Demain l'info, c'est dans Télématin. Passez une très très belle soirée.